Bonjour les rêveurs. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte qui me vient de mon recueil Légendes des montagnes. Et ce sera un conte d'Autriche et de Yougoslavie. Des montagnes Karawanken. J'espère que je le dis bien. L'histoire s'intitule Le palefrenier et la jeune fille de la montagne de glace. Dans un pays lointain, au pied de hautes montagnes, vivaient une mère et son fils. Par bonheur, ce dernier était beau, fort et courageux. Il travaillait comme trois, mais ne trouvait guère à s'employer si ce n'est ici et là, dans une ferme ou l'autre, pour s'occuper des chevaux et les emmener paître dans la montagne. Un jour, il mena ses bêtes vers un lac pour qu'elles puissent se désaltérer. Comme ils approchaient de l'eau, les chevaux s'arrêtèrent et ne voulurent plus aller de l'avant. Le jeune homme regarda autour de lui pour voir ce qui causait une telle attitude, et soudain, parmi les flots du lac, il aperçut trois belles jeunes filles comme il n'en avait encore jamais vu. Le pauvre palefrenier ne sut que faire. Devait-il attendre qu'elles sortent de l'eau ou devait-il mener ses bêtes boire dans un autre endroit? C'est alors qu'il remarqua trois jupes blanches, légères et fines, comme tissées dans un fil en toile d'araignée. Et une idée lui vint à l'esprit. Si je gardais ces jupes? Comme il s'approchait des vêtements, les jeunes filles le remarquèrent et se mirent à pousser des cris. Alors, le garçon prit peur et lâcha deux jupes, tandis qu'il rejoignait ses chevaux en courant et en tenant toujours la troisième. Les jeunes filles nagèrent vers la berge. Deux d'entre elles s'y rhabillèrent, mais la plus jeune demeura dans les buissons en criant vers le jeune homme. « Rends-moi ma jupe, je t'en prie, rends-la-moi !» Prenant pitié de cette jeune fille en chemise, le garçon se dirigea vers elle et lui dit « Je te la rendrai si tu restes auprès de moi. »« Je resterai bien volontiers, mais je suis la fille du magicien de la montagne de glace du 9e pays, et je ne puis me marier ainsi avec n'importe qui. Il faudrait d'abord que tu viennes demander ma main à mes parents. » « Puisqu'il en est ainsi, je ne te rendrai pas ta jupe, » déclara le jeune homme en retournant à ses chevaux. Mais la jeune fille le rappela et le supplia sans arrêt. « Rends-moi ma jupe. Si tu désires vraiment m'épouser, viens avec moi dans le 9e pays, jusqu'à la montagne de glace. C'est là que vivent mon père et ma mère. Tu pourras leur demander ma main. »« Bon, je viens, » décida le jeune homme en lui rendant la jupe. Mais quand elle la revêtit, elle disparut à ses yeux comme la brume. Tristement, le palefrenier rentra chez lui. Il confia à sa mère qu'il avait l'intention de partir dès le lendemain vers le 9e pays et lui demanda de tout préparer pour le voyage. La mère fondit en larmes, mais elle mit néanmoins à cuire des gâteaux secs dont elle emplit un plein sachet. Elle y ajouta un morceau de viande séchée et le lendemain matin, elle remit le sac à son fils en disant « Mon garçon, tâche de demeurer ce que tu as toujours été et reviens sain et sauf. » Le palefrenier s'en alla dans la direction que lui avait indiquée la jeune fille. Il marcha longtemps avant d'atteindre un vieux chalet au bas de la montagne. Un vieil homme se tenait sur le seuil. Le garçon s'inclina devant lui et lui demanda s'il savait où se trouvait la montagne de glace du 9e pays. Le vieillard réfléchit avant de répondre. « J'ai bien vu des pays et bien des montagnes, mais je n'ai jamais entendu parler du 9e pays, ni de la montagne de glace. Attends un peu, que je questionne mes animaux.
Peut-être en savent-ils plus long que moi à ce sujet. » Le vieil homme tira de la poche de son manteau une petite flûte, dans laquelle il souffla pour appeler tous les animaux des montagnes. Il leur demanda ce qu'ils savaient du 9e pays de la montagne de glace. Mais les bêtes ne purent rien en dire. « Prends donc un peu de repos et mange avec moi. Ensuite, tu te rendras chez mon frère aîné. Peut-être saura-t-il quelque chose. Mais lorsque tu arriveras chez lui, dis-lui aussitôt que c'est moi qui t'envoie, car il risquerait de te fermer la porte au nez. Il est vieux et grognon. » conseilla le vieillard au palefrenier. Le garçon remercia avant de se restaurer et de passer la nuit au chalet. Dès l'aube, il se remit en route. Il marcha longtemps, très longtemps, avant d'apercevoir enfin une petite cabane en bordure d'une sombre forêt. Devant se tenait un homme vieux mais fort. Le jeune homme pensa qu'il était parvenu à destination et cria de loin. « Bonsoir, vieil homme, je vous apporte le bonjour de votre frère cadet. »« Je te remercie, mon garçon. Approche, que nous puissions bavarder. » Alors le jeune homme raconta comment il avait rencontré le premier vieillard et comment il avait demandé s'il connaissait la route du 9e pays et de la montagne de glace. « J'ai parcouru le monde. J'ai vu bien des contrées et des montagnes, mais je n'ai jamais entendu parler du 9e pays. Peut-être mes oiseaux en savent-ils plus long que moi sur ce sujet. » Le vieillard prit alors dans sa poche une petite flûte d'argent et il souffla dedans. Aussitôt, tous les oiseaux de la forêt se rassemblèrent autour de lui, mais aucun d'entre eux ne savait rien du 9e pays, ni de la montagne de glace. « Repose-toi donc et mange avec moi avant d'aller voir mon frère plus âgé, » conseilla le vieil homme au palefrenier. « Peut-être en saura-t-il plus que moi, mais lorsque tu le verras, dis-lui tout de suite que c'est moi qui t'envoie, car il est vieux et renfrogné. » Le garçon remercia chaleureusement, puis il se restaura avant de passer la nuit au chalet et de repartir au matin. Il marcha longtemps, très longtemps, par monts et par vaux avant d'apercevoir à nouveau une cabane. En la voyant, il comprit qu'il était arrivé à bon port et il cria de loin. « Bonsoir, vieil homme, je vous apporte le salut de vos 2 plus jeunes frères. »« Merci, mon garçon. Viens plus près à présent que nous puissions parler. » Alors, le jeune homme raconta qu'il marchait depuis des jours et des nuits sans savoir où se trouvait la montagne de glace du 9e pays. « J'ai parcouru le monde en large et en travers sans avoir jamais entendu parler de cette montagne ni de ce pays. Mais peut-être les vents savent-ils quelque chose. » Sortant une petite flûte d'or de sa poche, le vieil homme se mit à jouer. Alors, il se mit à vanter, à souffler, à tourbillonner tout autour du chalet, comme si tous les vents de la terre s'étaient donné le mot pour le faire s'envoler. « Lequel d'entre vous peut nous renseigner sur une montagne de glace se trouvant dans le 9e pays ?» demanda le vieillard lorsque la tempête se fut calmée. Et le vent du nord siffla. « Je connais bien cette montagne de glace dans le 9e pays. Elle dresse ses 3 sommets au-dessus d'une haute chaîne de montagnes. Mais celui qui désire y grimper doit commander auparavant au forgeron qui se trouve tout en bas des chaussures d'acier sans lesquelles il ne pourrait point s'y rendre. » Le palefrenier remercia le vieillard et pria le vent de lui montrer le chemin. « Demain, je t'accompagnerai, » gronda le vent du nord. «
Mais je n'irai pas avec toi sur la montagne de glace. Je te laisserai en bas, devant la forge du forgeron. » Avant de laisser le jeune homme repartir pour cette longue route, le vieillard lui offrit à dîner. Puis il l'installa près du feu sur un banc, et le garçon s'endormit profondément. Au matin, le vent du nord s'empara du garçon et l'emporta comme une plume. Ils volèrent par-dessus les monts et les vallées, très haut, toujours plus haut, et le froid assaillit le jeune homme. Bien des fois, il pensa qu'il n'était plus capable d'aller plus loin. Mais tout à coup, il aperçut les 3 sommets blancs de la montagne de glace qui pointaient à travers les nuages. Et le vent du nord le déposa devant la forge du forgeron. « Je te remercie, petit vent !» cria le garçon lorsqu'il eut posé les pieds à terre. Le forgeron ne mit pas longtemps à comprendre ce qu'on lui demandait, et il confectionna pour le palefrenier une paire de chaussures d'acier bien solide. En les donnant, il ajouta un conseil. « Rappelle-toi que celui qui n'a rien dans la tête ne possède rien non plus dans les jambes. » Le jeune homme ne prêta guère attention à cette recommandation et entreprit aussitôt l'ascension de la montagne de glace. Il grimpa avec tant d'impatience qu'à la moitié de la pente, il avait déjà usé ses chaussures d'acier. Alors, il ne réussit pas à se tenir debout sur la glace. Il ressentit un étourdissement et se laissa tomber dans le vide. Il atterrit juste devant la forge et se traîna à l'intérieur pour supplier le forgeron de lui confectionner une nouvelle paire de chaussures d'acier, plus solide que la précédente. Le brave homme s'exécuta, puis il dit, en lui remettant à nouveau les souliers, « Rappelle-toi que celui qui n'a rien dans la tête ne possède rien non plus dans les jambes. » Cette fois, le palefrenier réussit presque à atteindre le sommet de la montagne de glace. Le château scintillant lui sembla se dresser devant lui et il se dépêcha d'y arriver. Il se pressa tellement qu'il fut à nouveau saisi d'étourdissement et qu'il tomba encore dans le vide. La chute fut si longue qu'il faillit bien se rompre les os en atterrissant devant la forge. Le malheureux eut toutes les peines du monde à se relever pour aller prier le forgeron de lui confectionner une autre paire de chaussures d'acier. « Ne t'avais-je pas dit que celui qui n'a rien dans la tête ne possède rien non plus dans les jambes ?» gronda le forgeron en lui forgeant toutefois une autre paire de chaussures. Maintenant, le palefrenier était décidé à prendre ses précautions. Il grimpa le long de la pente en faisant attention de choisir un chemin possible entre les roches. Il avança lentement sur la neige et la glace et réussit à atteindre le sommet au-delà des nuages. Alors seulement, il arriva devant la porte du château. Il y cogna et une cloche se mit à résonner dans toute la demeure. La porte s'ouvrit et le magicien en personne accueillit le palefrenier. « Tu es bien habile pour avoir grimpé si haut, » dit-il pour le féliciter. « Et maintenant, dis-moi pourquoi tu t'es donné tout ce mal. » Le jeune homme s'inclina avec respect et répondit avec sincérité qu'il était venu afin de lui demander la main de la plus jeune de ses filles. Le magicien se mit à rire. « Il y en a bien eu 10 comme toi qui m'ont fait la même requête. Je ne dis pas que je ne te donnerai pas ma fille, si elle veut bien de toi. Mais tu dois auparavant surmonter 3 épreuves. Je te préviens, elles sont redoutables. Si tu préfères te retourner d'où tu viens, il ne te se fera fait aucun mal. Mais si tu décides de rester et que tu échoues, tu te changeras en loup et tu auras
toute ta vie dans cette montagne de glace, en proie au froid et à la faim. Est-ce que tu tentes l'aventure? Oui, répondit bravement le jeune homme. Le magicien le conduisit alors dans une pièce où il lui offrit à manger. Puis il lui désigna un lit et lui promit de revenir au matin pour vérifier s'il était bien digne de sa fille. Tard le soir, lorsque le silence se fut installé dans le château, la porte de la chambre du jeune homme s'ouvrit doucement et la belle jeune fille apparut. « Bienvenue à toi, mon ami, et ne t'inquiète pas, puisque tu as trouvé pour moi le chemin de la montagne de glace du 9e pays, je me dois de t'aider. Demain, mon père te mettra en face d'une épreuve qui n'est pas trop difficile. Il te fera conduire dans la cour et te demandera de me reconnaître parmi mes sœurs. Nous serons identiques, pareils à des œufs dans un même panier. Mais tu me reconnaîtras, car je lâcherai une mouche que je tiendrai jusque-là prisonnière au creux de ma main. Le lendemain matin, le magicien vint chercher le garçon et le conduisit dans la cour. En chemin, il lui demanda s'il avait bien réfléchi durant la nuit et s'il voulait toujours affronter les 3 épreuves. Comme le jeune homme ne changeait pas d'avis, le sorcier se contenta de secouer la tête et de l'emmener directement devant les 3 jeunes filles. Elles étaient aussi belles les unes que les autres, et leur propre mère aurait eu de la peine à les distinguer tant elles se ressemblaient. Notre garçon les observa avec attention, tandis que le maître des lieux lui signifiait les termes de l'épreuve. Le jeune homme retint un sourire et attendit de voir s'envoler la mouche de la main de sa bien-aimée. Puis il bondit vers elle en criant « Voici celle que j'ai choisie !» Le magicien le considéra avec colère avant de protester. « Attends un peu, elle n'est pas encore à toi. Cette épreuve était à la portée de tous. À présent, retourne au château et amuse-toi comme tu l'entends. Mais demain, tu abattras tous les arbres qui sont en bas de la montagne de glace. Ensuite, tu les scieras en 2 et tu feras un grand feu grâce auquel tu prépareras pour mon déjeuner 9 fournées de pain. Si tu y parviens, tout ira bien pour toi. Mais si tu échoues, tu sais ce qui t'attend. » Le jeune homme jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit la pente de la montagne couverte d'une forêt si dense qu'il lui faudrait sans doute plus d'1 an pour en abattre tous les arbres. Alors, il s'assit tristement, persuadé qu'il serait bientôt condamné à errer dans cette forêt tout le reste de sa vie. Mais le soir, sa bien-aimée vint le rejoindre. « Ne crains rien et ne te décourage pas. La tâche n'est pas aussi difficile qu'il y paraît. » La jeune fille tourna les talons et aussitôt la forêt tomba d'elle-même. Elle se retourna encore et cette fois le bois s'empila tout coupé dans le four. Et quand elle tourna pour la dernière fois, la table du château s'emplit de pain fraîchement cuit. À l'heure convenue, les pains étaient prêts pour le repas du maître. Mais celui-ci ne semblait pas satisfait. Il répugnait à lui, un puissant magicien, de marier sa fille à un vulgaire palefrenier qui ne possédait même pas un cheval. « Ne te réjouis pas trop vite. Il te reste encore une épreuve, gronda-t-il. Cette fois, je serais surpris si tu parvenais à l'accomplir. Je t'ordonne de creuser un chemin à travers la montagne de glace jusqu'à la mer. Ensuite, tu devras paver cette route afin que je puisse y voyager confortablement. As-tu compris ? » « J'ai compris, » soupira le jeune homme, en se demandant comment il allait accomplir cette tâche si sa bien-aimée ne réussissait encore à l'aider.
Il se préparait à l'idée d'être transformé en loup errant lorsque la porte s'ouvrit sur la plus jeune des filles du magicien. « Ne crains rien, mon aîné, il ne s'agit pas là d'une épreuve insurmontable. » Elle tourbillonna et les glaces fondirent, les roches se brisèrent et l'on put apercevoir le bord de la mer. Puis la jeune fille sauta et une route blanche s'étendit du château au rivage. Le lendemain, avant même l'heure du déjeuner, cette route était pavée et des ponts enjambaient ravins et rivières. La jeune fille frappa dans ses mains et un carrosse d'or apparut. Le magicien put alors s'installer et se rendre à la mer. Il était fou de rage et de déception. Mais comme il avait donné sa parole, il se tourna vers le palefrenier et vers sa fille en disant « Bien que tu sois un va-nu-pied, tu as accompli les 3 épreuves et mérité ma fille. Asseyez-vous donc dans ce carrosse à ma place et allez-vous-en avant que je ne change d'avis. » La jeune fille remercia son père, prit congé de ses sœurs et monta dans le carrosse en compagnie de son bien-aimé. Puis ils descendirent la montagne et bientôt, il ne resta plus derrière eux qu'un long scintillement doré. Ils n'eurent pas plutôt descendu la pente que la sorcière, femme du magicien, rentra chez elle. Quand elle fut au courant de toute l'histoire, elle poussa un cri à faire tomber les murailles de la forteresse. « Tu es un vieux fou !» hurla-t-elle à l'adresse de son époux. « Comment as-tu pu laisser notre fille s'enfuir de la maison alors que j'étais absente? Crois-tu que je l'ai élevée pour la donner à un vulgaire palefrenier? N'as-tu pas compris qu'il n'existait aucun être humain capable d'accomplir les 3 épreuves que tu lui avais imposées? Ah, si notre fille ne l'avait pas aidé, il serait déjà un loup errant dans la montagne. Ce vaurien l'a sans doute séduite et est tombé dans leur piège. Mais tu as intérêt à les rattraper et à les ramener ici. Sinon, tu auras affaire à moi. » Le pauvre magicien, craignant sa femme plus que la peste, il préféra enfiler ses bottes enchantées plutôt que d'affronter sa colère. Puis il se lança à la poursuite des jeunes gens. Mais sa fille le vit arriver. Vite, elle transforma son fiancé en chaloupe et elle se transforma elle-même en lac. Lorsque le magicien arriva au bord de l'eau, il regarda alentour si personne ne se cachait, ne voyant qu'un canot se balançant sur les flots, et ne trouvant pas trace du palefrenier et de sa fille, il rentra chez lui. « Où sont donc ces monstres ?» hurla la sorcière en direction de son mari. « Je les ai perdus de vue en chemin, tout était désert alentour, il n'y avait qu'une barque se balançant sur les vagues d'un lac. »« Oh, tu es vraiment un vieil idiot! Il s'agissait sûrement d'eux. Retourne donc les chercher. » Une nouvelle fois, le magicien chaussa ses bottes enchantées pour se lancer à la poursuite des jeunes gens. Quand il aperçut enfin le carrosse doré, sa fille l'avait déjà remarqué. Vite, elle entraîna son fiancé et ils sautèrent tous deux dans l'herbe où elle se transforma en mouton blanc tandis qu'il se transformait en berger. Lorsque le magicien arriva, il ne vit rien qu'une blanche brebis gardée par un berger endormi dont le chapeau cachait le visage, et il retourna chez lui. La sorcière fut si furieuse qu'elle chaussa elle-même les bottes de son mari pour s'élancer hors du château à la poursuite des fugitifs. En 2 bonds, elle traversa la montagne de glace et rejoignit le carrosse doré. Mais les chevaux sentirent son approche et se mirent à voler plus qu'ils ne galopèrent sur le chemin. Ils atteignirent bientôt la mer et là, la sorcière dut s'arrêter car son pouvoir
n'allait pas au-delà du rivage. En vain lança-t-elle des malédictions en direction des jeunes gens. Ceux-ci avaient disparu. Le palefrenier emmena sa bien-aimée chez sa mère. Il possédait à présent les chevaux qui leur avaient sauvé la vie, et il pouvait se vanter d'avoir la fiancée la plus belle qu'on eût jamais vue dans la région. Alors eut lieu le plus beau des mariages. Il y vint des gens des environs et plus loin encore. J'y étais moi-même, et je puis vous dire que l'on y mangea et que l'on y but bien. J'y bus même tellement bien que l'on finit par me chasser à coups de tiges de noisetier. Et les noisettes craquaient si bien que je crus même qu'elles riaient. Voilà, c'était notre histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Au revoir les rêveurs.